Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Contenu préjudiciable, notifications permanentes, images filtrées, défis viraux, course au like, visibilité. Quel est aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux sur nos vies et surtout sur celles des plus jeunes? En une quinzaine d'années, les plateformes numériques ont profondément transformé nos façons de communiquer, d'apprendre, de nous informer, mais aussi de nous construire. De plus en plus d'études internationales alertent sur les effets de cette exposition précoce, troubles de l'attention, anxiété, dépression, addiction comportementale, altération du sommeil, baisse de l'estime de soi, parfois aussi. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces mécanismes conçus pour capter leur attention. Alors, face à ce constat, certains pays commencent à réagir. La France et l'Espagne s'apprêtent ainsi à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une décision qui relance le débat mondial. Faut-il protéger par la loi? N'est-il pas déjà trop tard? Et comment trouver un équilibre entre protection de la santé mentale et nécessité de rester connecté à un monde désormais numérique? L'Australie, elle, n'a pas attendu depuis le 10 décembre 2025 et c'est une première mondiale. Les réseaux sociaux doivent dans ce pays prendre des mesures dites raisonnables pour s'assurer que les moins de 16 ans ne puissent pas créer de comptes sur leur plateforme et que les comptes existants soient supprimés ou désactivés. Alors, au Maroc aussi, la question se pose. Les jeunes Marocains sont parmi les plus connectés d'Afrique du Nord. TikTok, Instagram, Snapchat ou encore YouTube rythment leur quotidien avec des conséquences visibles dans les familles, les écoles et les cabinets médicaux. Alors comment agir aujourd'hui? Comment agir sans tomber dans l'interdiction aveugle? Existe-t-il une troisième voie entre la liberté totale et la coupure radicale? Quelle génération les réseaux sociaux sont-elles en train de façonner aujourd'hui pour les sociétés de demain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Imen Kandili, qui est psychiatre et spécialiste en e-addictologie. Bonjour et ravi de vous recevoir dans Alternative. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et pour cause. Alors dites-nous, docteur, concrètement, on va commencer par un état des lieux peut-être. Quels sont aujourd'hui les dégâts les plus fréquents que vous observez chez les enfants, chez les adolescents exposés trop tôt aux réseaux sociaux? Alors, en ce qui concerne l'exposition très tôt, on va avoir tout le côté, on va dire, neuro-biosocial. On va arriver avec des enfants qui vont avoir des troubles de l'attention, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des difficultés de sommeil. Il va y avoir de l'irritabilité, de l'impulsivité, des petits passages à l'acte, des fois très jeunes, parce que ce sont des enfants qui vont avoir une disconnexion au niveau c'est très biologique, entre le cerveau préfrontal et le côté émotionnel. Et donc, il va y avoir des passages à l'acte plus faciles. D'ailleurs, on a pu voir dans d'autres pays des faits divers qui parlent de passage à l'acte, même de meurtre entre enfants, avec la difficulté de pouvoir prendre en charge, de juger et de pouvoir mettre en place des lois inhérentes à des mineurs, des fois moins de 12 ans, pour des passages à l'acte violents. Maintenant, ça c'est un extrême. Ce qu'on va observer de manière très courante, c'est les problèmes scolaires, c'est les ruptures au niveau familial, c'est des enfants qui vont être en retrait social, qui vont vivre dans un monde parallèle, qui vont aussi, ça va impacter non seulement le rythme ictéméral, leur sommeil, leur concentration, le problème cognitif, mais aussi d'un point de vue émotionnel, la difficulté à la sociabilisation, donc les outils sociaux réels ne pourront pas être mis en place. C'est des enfants qui vont aller plus facilement vers l'anxiété, donc des troubles anxieux. Ces troubles anxieux pouvant eux-mêmes se développer, et on peut avoir des troubles de la personnalité qui vont naître plus tard, on peut avoir des troubles dépressifs qui vont se mettre en place, on peut avoir des problèmes de comportement, donc avec des fois au retrait de l'objet d'addiction, c'est-à-dire que dès que vous voulez déconnecter l'enfant, il peut rentrer dans des colères absolument
intenable et les parents sont dépassés. Maintenant, cet objet qu'est l'écran avec non seulement les réseaux sociaux, mais aussi l'accès en général aux vidéos et la facilité donc dopaminergique, cette dopamine, ce plaisir immédiat, et va faire en sorte que ces enfants et ces adolescents vont se retrouver marginalisés. D'ailleurs, ce dont on parle aujourd'hui dans les dossiers qui ont été transmis par les collègues, que ce soit en France ou en Espagne ou dans d'autres pays, pour sonner l'alarme et pour dire attention, nous sommes en train de créer un mal-être digital important, impactant non seulement les addictions et la santé mentale, mais impactant la société, avec une génération pouvant être une génération sacrifiée en matière de santé sociale mentale. Parce que qui dit mental dit social, avec un impact inhérent à la société. Voilà. Donc, j'ai moi-même consacré un livre sorti il y a 1 an aux réseaux sociaux entre santé mentale et addiction. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de consultations de parents dépassés, que ce soit les collègues psychologues cliniciens ou psychiatres, des parents dépassés par des enfants qui n'ont plus les mêmes valeurs sociétales et culturelles par rapport à l'outil écran. C'est-à-dire ce ne sont plus les mêmes héros. On a des héros modernes qui sont au-delà de ce que les parents aujourd'hui peuvent gérer. Nous avons des jeunes filles qui sont dans des rêves parallèles et qui peuvent facilement se retrouver connectés dans des réseaux particuliers, des jeunes garçons également. Nous avons une difficulté à penser la vie de manière réelle, une difficulté à penser l'avenir de manière concrète. Et puis nous avons cette conviction qui empêche en fait la réflexion, c'est que les enfants et les adolescents n'ayant pas cette possibilité de pouvoir filtrer et mettre la passoire par rapport à l'information, prennent pour conviction tout ce qui va être diffusé sur les réseaux sociaux, ces petites vidéos, ces informations et désinformations, et par conséquent en faire une vérité absolue. Et là, c'est très difficile, parce que quand vous avez des croyances qui se mettent en place, de pouvoir avoir une plasticité en fait cérébrale, et une plasticité comportementale et cognitive, de manière à pouvoir filtrer l'information et à choisir. Ils n'ont plus de choix. Ils prennent tout cela, en fait, de manière, c'est une sorte en fait, de gavage, voilà. Alors une fois qu'on a fait cet état des lieux, docteur, un état des lieux qui est édifiant, effrayant, je vais prendre, donc dire les mots qui sont adaptés, hein. C'est effrayant ce que vous nous décrivez. Après l'Australie, donc, qui a été la première, la France et l'Espagne envisagent à leur tour d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est 15 ans pour la France, 16 ans pour l'Espagne. Alors d'un point de vue médical et psychologique, quel constat a conduit selon vous ces pays à prendre une décision aussi radicale? Qu'en pensez-vous, vous, en tant qu'experte du sujet? Alors écoutez, elle n'est pas radicale, hein. En tant que psychiatre, je la trouve pas radicale, je la trouve sage. Parce qu'en fait, plus le contact est tardif et moins on a de risques d'addiction et d'impact neurobiologique important. C'est-à-dire que le fait d'arriver à 15-16 ans, déjà, l'enfant ou l'adolescent a mis en place plusieurs sortes de loisirs, a déjà des contacts sociaux, il a développé un réseau social autour de lui, il a d'autres activités, on va dire ludiques, ou qui permettent d'avoir une récompense et d'activer son système de récompense. Il y a une mise en place de rêves et de projections par rapport à son avenir, donc il n'y a rien qui va venir enfreindre. Donc plus on retarde, c'est comme pour les jeux vidéo également, c'est pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ou tout c'est-à-dire tout écran, les réseaux sociaux ou toute chose venant de l'écran, hein, même les jeux vidéo, tout contact tardif va permettre une plasticité, va permettre une maturité, va permettre de mettre en place des choses avant de se retrouver en contact avec le réseau social, et donc de pouvoir filtrer. Il y a plus de maturité, plus de capacité à gérer le quotidien, et on ne va pas se retrouver dans une vie parallèle vivant qu'autour de ces héros TikTok ou ces héros Instagram, etc. Donc, en fait, c'est un contact tardif qui va permettre de prévenir. C'est une réduction des risques par rapport aux addictions et à la santé mentale. On n'est pas en train d'éradiquer, on fait une réduction des risques parce qu'on va permettre un contact qui est beaucoup plus tardif, à 15-16 ans, et donc un impact moindre d'un point de vue neurobiologique et d'un point de vue social et psychologique sur l'enfant et l'adolescent. Fragile, parce que tout le monde n'est pas fragile, ça dépendra en fait, des outils que chacun a.
Mm. Oui, il n'y a pas de règle générale. Effectivement, nous sommes inégaux face à ces réseaux sociaux. C'est une réduction des risques. Donc, docteur, est-ce que selon vous, ces décisions d'interdiction arrivent trop tard? Autrement dit, la génération actuelle, vous en parliez à l'instant, est peut-être déjà profondément marquée par ces années d'exposition massive. Quelles pourraient être les conséquences dans ce cas-là? Alors moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard parce que la mise en place en fait d'une situation de pouvoir, on a besoin toujours d'observer pour voir quel est l'impact et de se rendre compte en fait d'un mal. Maintenant, une fois qu'il est observé, si les choses sont mises en place, il y a d'autres enfants encore en jeune âge et le fait de pouvoir en fait réguler, parce que c'est de la régulation, et de pouvoir aider aussi au niveau des foyers parce que ce n'est pas évident, au niveau des écoles aussi, à pouvoir retirer le téléphone et donc son accès, etc. Donc le fait que la société s'implique de manière civique à travers la loi, à travers les gouvernements par rapport à la santé neuropsychologique de l'enfant et de l'adolescent, ça peut venir à n'importe quel moment. Il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que c'est le fait de continuer dans une progression et un laisser-aller qui pourrait être délétère pour la société. Parce que nous ne sommes pas sur une génération complète. On observe ce genre de phénomène depuis à peu près 8-10 ans avec un boom post-Covid parce qu'il y a eu, il y a eu le confinement dans tous les pays à travers le monde, etc. Et donc, il y a des pays plus impactés que d'autres par rapport au fait qu'il y ait eu enfin, ce confinement et puis l'école à distance, etc. Donc le retour à la société telle qu'elle était a pu être difficile pour les personnes étant fragiles, parce qu'il y a toujours un pourcentage qu'on ne connaît pas à l'avance qui va avoir des difficultés si on le fragilise d'autant plus avec sans règles, c'est-à-dire quand il n'y a pas de règles par rapport à l'accès aux réseaux sociaux, aux écrans en général. Alors, est-ce qu'on peut faire le point sur le Maroc? Aujourd'hui, quel état des lieux pouvons-nous dresser de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes Marocains et des impacts que vous constatez, vous, dans votre pratique professionnelle? Vous rencontrez des jeunes, vous rencontrez des parents? Alors, beaucoup de parents, beaucoup de jeunes, beaucoup de tristesse. Alors, il faudrait une étude. Nous n'avons pas d'études probantes. Donc, mais bon, le Maroc, à l'instar des pays occidentaux, c'est-à-dire même des fois un peu moindre, parce que nous avons un impact santé mentale à l'image de la postmodernité aujourd'hui, comme dans le monde entier, et puis beaucoup plus proche du monde occidental et des pays du Nord. Voilà. Après, il y a un impact. C'est vrai que si on regarde la pyramide, nous avons quand même en Afrique et dans le sud-sud, c'est-à-dire en Amérique du Sud ou dans les pays d'Asie qui nous sont le plus proches, une pyramide qui fait 60 à 70% de jeunes de moins de 25 ans. Donc, contrairement à l'Europe ou ailleurs où la pyramide est inversée. Et donc, le fait de pouvoir regarder à la prévention, à la réduction des risques et donc à la probité d'une mise en place d'un protocole, c'est-à-dire ce n'est pas juste interdire, mais il faut aussi une éducation à la digitalisation, il faut une éducation à l'usage des réseaux sociaux, il faut pouvoir avoir accès à l'information, non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants et les adolescents, et puis ni un laisser-aller, ni une dramatisation, parce qu'aujourd'hui, l'outil est là, on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, et tout ce qui va avec, donc l'accès pour les enfants fragiles à l'intelligence artificielle avec des questions qui peuvent des fois être choquantes, hein, demander comment on peut porter atteinte à sa propre vie à travers l'intelligence artificielle et avoir les réponses. Donc l'accès aujourd'hui ne se limite pas aux réseaux sociaux. Je pense que c'est tous les outils qui doivent être mis dans les mains de personnes ayant acquis la maturité. Et cette maturité, qu'on le veuille ou non, elle se fait à travers l'âge, parce qu'il y a un développement neurobiologique, elle se fait à travers la maturité sociale et elle se fait à travers la psychoéducation et la prévention. Voilà, donc il faudrait une étude pour pouvoir déblayer le terrain. Ce qu'on reçoit des fois peut être alarmant, très alarmant. Il y a des déscolarisations, il y a des retraits sociaux, il y a des dépressions graves, il y a des passages à l'acte, mais nous recevons une partie de la société fragile qui est en fait, qui représente, on peut pas parler de chiffres marocains, mais c'est l'équivalent de 3 à 5% de la population qui va avoir un impact délétère important, c'est-à-dire qui va durer dans la vie. Maintenant, l'accès au réseau social, l'accès à l'écran, la lumière bleue, le fait de rester des heures dans le noir, etc., cette lumière bleue va avoir un impact cérébral sur la glande pinéale, va avoir une baisse de sérotonine au niveau du cerveau, entre guillemets,
C'est la fameuse hormone du bonheur. Cette sérotonine, quand elle baisse, ben, elle monte l'irritabilité, elle donne plus d'impulsivité, elle donne la dépression, les troubles anxieux, la phobie sociale, les troubles de la mémoire et de la concentration. Donc, il y a au-delà du phénomène environnemental, un phénomène neurobiologique qui, lui, est scientifique et éprouvé. Alors, docteur Kandili, vous nous décrivez une situation qui est effrayante. Vous recevez cette partie fragile de la société. Certains pays décident d'interdire à partir de moins de 15 ans, moins de 16 ans, mais interdire totalement les réseaux sociaux aux mineurs, qui est une option aujourd'hui. Est-ce véritablement applicable aujourd'hui dans nos sociétés connectées? On développe un peu plus le débat là. Je sais qu'en tant que médecin, vous n'avez pas forcément d'opinion, mais vous êtes concerné, ce sujet vous tient à cœur. Ne risque-t-on pas de créer des frustrations ou des usages clandestins, même encore plus problématiques du coup? Alors écoutez, ça c'est vraiment la grande question de la frustration. Alors, nous avons remarqué que dans la nouvelle génération, je ne parle pas du Maroc particulièrement ou de l'Afrique, mais dans le monde entier, il y a un souci d'augmentation d'addiction, de souffrance psychologique, de dépression. Dans certains pays, il y a une augmentation du taux de suicide chez les jeunes, particulièrement, on voit les pays particulièrement froids, le Canada, les pays du Nord, la Suisse, etc. Pourtant, avec des pays qui ont tout pour que le jeune puisse s'épanouir. Donc, il faut savoir que le problème n'est pas la frustration, c'est l'intolérance à la frustration. C'est-à-dire que il y a aussi une éducation parentale à faire, parce que si on est intolérant à la frustration, mais il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité, on reste dans une immaturité affective qui ne nous permet pas de grandir et de construire. Et surtout, on fabrique un cerveau d'addict, c'est-à-dire c'est le plaisir maintenant, ici, rapidement, et on ne sait pas attendre. Et c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui dans les sociétés postmodernes, c'est l'intolérance à la frustration, parce qu'on a besoin de tolérer la frustration, de pouvoir construire pour avoir de la résilience. Et c'est la résilience qui va permettre la maturité, l'engagement et de grandir. Maintenant, toutes les histoires de parentalité positive, les parents hélicoptères, vouloir tout faire pour son enfant, ça ne lui rend pas service, ça en fait malheureusement, ça donne des traits, je ne veux pas être alarmante justement, de traits en fait d'handicap social, parce qu'on n'apprend pas à se battre pour soi-même, on ne met pas son propre filet de sécurité, on ne rêve pas, on ne tombe pas pour mieux se relever. Au contraire, au moindre obstacle, on s'arrête et on attend tout de l'autre. Donc, c'est une immaturité qui se met en place. La frustration n'est pas quelque chose de négatif. La tolérer, pouvoir la gérer, permet de construire, de grandir, de mûrir, de gérer justement les différents cravings. Hein. On n'est pas en train de parler que, quand on parle d'addiction, on ne parle pas de drogue seulement. On parle d'accès à la nourriture, du problème d'obésité, d'anorexie, des troubles du comportement alimentaire, on parle d'irritabilité, on parle de la difficulté à attendre, la difficulté à se projeter, la difficulté à gérer le non. Voilà, donc c'est tout ce côté, on va dire, c'est la difficulté à gérer les règles de société. Ça commence dans la petite cellule familiale, mais ça grandit et ça devient une intolérance à gérer les règles de société. Et là, on va avoir des difficultés à gérer aussi les violences chez des jeunes qui ne sont pas dans la capacité de se réfréner ou de se mettre des freins. Donc, et puis on le retrouve aussi culturellement aussi dans notre religion, c'est ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot en arabe, c'est le hirman, c'est-à-dire le hirman, c'est de la frustration. C'est de pouvoir permettre à l'autre de rêver. Mais quand on donne tout sur un plateau d'argent ou alors une cuillère en or dans la bouche, ce qui se passe, c'est qu'on fabrique des tyrans. Maintenant, l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans, c'est la génération qui a aujourd'hui entre 13 et 16 ans où ça va être difficile. Mais les jeunes qui n'ont pas encore eu accès, les enfants qui sont en train de grandir, ça pourra mettre en place des règles qui vont leur permettre de s'épanouir. Si vous donnez à un enfant un écran ou des réseaux sociaux, ben, il n'a plus envie de jouer dehors, il ne joue plus au foot, il ne va plus voir ses amis, il va préférer l'écran parce que l'écran est extrêmement addictif. Les réseaux sociaux, vous avez une récompense rapide. Vous savez, j'ai des jeunes aujourd'hui qui ne sont plus capables de regarder un film. Ils sont plus capables de regarder un feuilleton ou une série parce qu'ils ont pris l'habitude de scroller sur des petites vidéos très rapides. Le film et la série sont trop lents avec l'enseignement qui va avec. Parce qu'un film, c'est un message.
Donc, la Eh oui. capacité de pouvoir regarder, de pouvoir critiquer, de pouvoir grandir n'est plus là, le vrai plaisir. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire, regarder un film pour certains jeunes, c'est quelque chose de lent. C'est trop Oui, long. c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Dernière question, question essentielle et en lien aussi avec les missions alternatives. Pour conclure, docteur, est-ce qu'il est possible de construire, d'après vous, une véritable troisième voie, une alternative, en fait, qui permettrait de protéger la santé mentale des jeunes, des plus jeunes, tout en les préparant à un monde numérique qui est de toute façon incontournable? Et si oui, à quoi pourrait ressembler cette troisième voie, cet équilibre idéal, cette alternative? Alors, nous ne pouvons pas éradiquer, par contre, la réduction des risques. La réduction des risques, c'est justement permettre un contact tardif, d'avoir des règles de fonctionnement, et puis surtout, l'écran ou les réseaux sociaux enfin, les vidéos sur YouTube, etc., ça soulage bien les parents quand l'enfant est très jeune. Des fois, on peut voir des bébés avec des téléphones et des tablettes parce que ça permet de dîner tranquillement au restaurant. Maintenant, la réalité, c'est qu'on prépare des problèmes beaucoup plus importants plus tard. Je pense qu'une éducation à la santé numérique est importante pour ne pas justement se retrouver dans une fabrique de mal-être numérique. Et voilà, donc la prévention est importante parce qu'ils y auront toujours accès. Maintenant, s'ils ont un accès préparé et si on n'a pas accès juste à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, on développe d'autres compétences. Et là, on va aller vers les activités sportives, on va aller vers les activités artistiques, l'importance d'avoir des plaisirs qui sont départagés et qui sont dans la construction de soi. L'estime de soi se fait à travers la réalisation, non pas à travers l'absorption d'informations et surtout l'absorption d'images irréelles. Parce qu'on ne peut pas être aussi beau qu'un filtre sur Instagram et on ne peut pas non plus être dans les dimensions qui nous sont données par les réseaux sociaux qui ne sont pas en fait réelles. D'ailleurs, dernièrement, nous avons vu ce passage à une forme de mode en chirurgie esthétique où les gens vont voir leur médecin en leur disant j'ai envie de ressembler à tel filtre. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc, et ça, ce sont des adultes, on ne parle pas de jeunes. La réalité aujourd'hui, à travers la réduction des risques, c'est de pouvoir, prévenir, euh, prolonger en fait la période de premier contact, c'est réel si on arrive à avoir les lois, avoir accès à d'autres formes de plaisir, donc pas seulement si ce n'est pas les réseaux sociaux ou les écrans, les jeux vidéo et se retrouver enfermé, le développement des compétences sociales à travers les jeux de groupe, l'activité sportive d'équipe, les activités artistiques, etc. Et puis, voilà, la diversification, en fait, la diversification du plaisir et le temps d'écran. Le temps d'écran, le temps d'accès est extrêmement important. Voilà. Bah merci. Merci infiniment, docteur, d'avoir été l'invité d'Alternative sur ce sujet de société, sur ce sujet qui vous tient à cœur et qui tient un petit peu en otage nos futures générations. En tout cas, c'est mon avis. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes psychiatre et spécialiste en addictologie. C'était un plaisir de vous recevoir. Pareillement. Merci. Et voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci et à la semaine prochaine.